Alors, le thème qu'on va essayer de développer ensemble ce soir a été intitulé Réapprendre l'optimisme. D'accord? Tout un projet. Et évidemment, ce thème-là, si je veux le développer avec vous ce soir, c'est qu'il est en rapport avec la paracha de notre semaine. Parce que vous savez que c'est vraiment comme ça qu'on essaye de faire. Cette semaine, on lit un texte qui est très bouleversant parce que c'est celui qui va être à la source de ces années d'errance dans le désert, dans lesquelles on va voir donc des moraglim, des explorateurs, c'est comme ça qu'on traduit, pardonnez-moi, qui vont venir et qui vont faire un rapport sur la terre d'Israël. Et suite à ce rapport, eh bien, comme il va être catastrophique, le peuple d'Israël va dire on ne veut pas y aller. Dieu dit mais si vous ne voulez pas y aller, vous n'irez pas. Si vous ne voulez pas y aller, vous n'irez pas. Et c'est vos enfants, la génération d'après qui va venir. Ok. Ça, c'est donc l'événement. Ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsque le texte nous parle de cette histoire, il s'interroge un petit peu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, a priori, vous ne voyez pas le rapport avec le sujet, on y arrive dans quelques instants. Qu'est-ce qui s'est passé? Le texte nous dit que Ishechad, tous ceux qui sont partis faire cette exploration étaient des individus de vraie stature, avec une stature spirituelle élevée. Et donc, comment se fait-il qu'ils se retrouvent à dire des choses pareilles sur la terre? Et il y a un midrash, un texte donc, du midrash qui va nous dire quelque chose d'assez surprenant. Il va nous dire, je vais t'expliquer au fond ce qui s'est passé. Et alors là, la phrase qui est dit après, elle est très curieuse, il dit, Higdim ou Peloaïn, ils ont inversé les lettres de l'alphabet. Ils ont fait précéder la lettre P à la lettre Aïn. Vous savez que l'alphabet hébraïque, ce sont des lettres qui se suivent. Et vous avez d'ailleurs dans un certain nombre de textes, des versets, qui suivent cet ordre alphabétique. Un des plus classiques, un des plus connus, c'est celui qu'on dit normalement 3 fois par jour. C'est le fameux Ashrei, d'accord? Aromimcha, Bocholium, Gadol, Dor, etc., etc. Donc on cite. Là-bas, il en manque une. Pour un certain nombre de raisons, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais en tout état de cause, on a donc ça. Ou alors, on a parfois des textes dans lesquels les versets commencent par la dernière lettre, etc., etc. Vous retrouvez ça aussi parfois dans la prière, si vous prenez le temps de vous poser et d'examiner les mots que vous êtes en train de dire. Ce n'est pas juste une ambiance poétique, il y a des choses beaucoup plus profondes qui se jouent au niveau de la mystique. Ce n'est pas le sujet qu'on va aborder en tout cas maintenant. Ce qui est sûr, c'est que le texte nous dit Higdim ou Peloaïn, parce qu'ils ont interverti deux lettres, la lettre P et la lettre Aïn. Nous savons que l'événement des Meraglim va générer une catastrophe à terme, puisque le soir où ils sont en train de dire on ne peut pas y aller, c'est une catastrophe, c'est le soir du 9 Av. Le 9 Av, qui est cette fameuse date dans laquelle le peuple d'Israël va vivre bon nombre d'événements très lourds, entre autres la destruction des seconds temples, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale, l'ouverture des chambres à gaz, d'Auschwitz, c'est aussi le jour de l'expulsion des Juifs d'Espagne. C'est pas une date banale. Et dans le texte qui nous relate les événements de la destruction du temple, on appelle ça Megillat Eicha, d'accord? Eh bien, il y a plusieurs chapitres et ces chapitres sont écrits avec des versets qui suivent cet ordre alphabétique. Eicha, Gala, etc. Et quand on voit ces chapitres, à un moment de manière brusquement, qu'on arrive au verset qui est le verset qui commence par la lettre Menun Samer, d'accord? Le verset qui devrait suivre devrait être le verset qui commence par la lettre Aïn. De manière très curieuse, ce verset commence par la lettre P. Et le verset d'après commence par la lettre Aïn. Curiosité. Et on a ici donc une ouverture évidemment de compréhension par rapport à ce midrash qui nous dit qu'au fond, toute la problématique des explorateurs, ça a été quoi? Chez Hikidinu P, le Aïn. Je vous rappelle que le mot P, ce n'est pas juste un phonème, une lettre,
mais c'est aussi un mot. P, c'est la bouche. Ayin, c'est une lettre, mais Ayin, c'est aussi le regard. D'ailleurs, vous le voyez dans les lettres de l'alphabet hébraïque, Aleph, c'est Aloufo, celui qui dirige tout. Bet, c'est la maison. Gimel, c'est Gamoul, c'est quelqu'un qui est sevré. Dalet, c'est la lettre qui symbolise la porte, etc., etc. Chaque lettre a aussi une signification. Et là, on va commencer à rentrer dans notre sujet. Higdim ou Pelohaïn, ça veut dire que ceux qui sont partis pour explorer la terre avaient déjà en tête ce qu'ils voulaient dire. La bouche, la parole était déjà là. Ils savaient ce qu'ils voulaient dire et n'ont vu que ce qu'ils avaient envie de dire. En deux mots, c'est un regard sélectif. Quand on appréhende l'univers de l'optimisme, c'est quoi l'optimisme? L'optimisme, c'est lorsque l'on est confronté à une réalité d'existence et l'enjeu, c'est de savoir quel est le choix de regard que je vais porter sur cette situation. Il y a ce qu'on appelle la réalité. La réalité, elle est ce qu'elle est. Maintenant, évidemment, avant de rentrer dans des formes de projection sur un devenir et sur un futur, le point de départ, c'est quoi? C'est quelle est la lecture que j'ai envie de faire de quelque chose qui va même, comme on le voit dans cette histoire, déterminer et faire que je vais voir ce qui alimente mon état d'esprit. Parce que ces fameux explorateurs, pour revenir à eux, au plus profond d'eux-mêmes, et c'est un autre sujet, inconsciemment ne voulaient pas partir en terre d'Israël. Parce que, dit le Zohar, ils se demandaient si là-bas ils auraient encore leur poste. Alors c'était vraiment dans leur inconscient, disent les maîtres de la Kabbalah, mais au plus profond d'eux-mêmes, ils disaient, mais arriver en Israël, c'est quoi la suite? C'est avoir d'autres responsables, parce qu'on n'a pas les mêmes responsables dans le désert que quand tu organises une société, et c'est normal. Et au fond, cette peur inconsciente, que le futur crée quelque chose qui risquerait de les décevoir ou de les faire souffrir, les a amenés, lorsqu'ils sont sur cette terre, à avoir une lecture qui allait dans le sens du résultat qu'ils voulaient obtenir. C'est très intéressant. Midrash nous dit que, par exemple, et moi je trouve ce texte très intéressant, il dit que quand ils viennent, ils disent « Waouh, on a vu des anakim, on a vu des géants, et on a vu aussi, non seulement ils sont géants, très forts, très puissants physiquement, mais en plus, ils sont dans des villes fortifiées. » Tu as deux lectures. Celle qui t'arrange, c'est de dire « donc ça serait impossible ». L'autre, c'est de se dire, si quelqu'un est un géant et a besoin de se mettre dans une ville fortifiée, c'est qu'il n'est pas si fort. Quand vous avez besoin de vous ghettoiser, c'est qu'au fond, vous n'avez pas suffisamment confiance dans la capacité que vous aurez de vous confronter au monde qui est autour de vous. Deux lectures possibles. Première lecture, c'est « waouh, c'est sûr qu'on ne peut pas y aller ». Donc on est complètement pessimiste. Comment voulez-vous, non seulement ils sont géants, et en plus, ils ont, mais l'autre lecture, elle est possible. Pourquoi elle n'est pas venue à ton esprit? Parce qu'au fond, on construit un modèle par rapport à un désir inconscient de voir la vie d'une certaine manière. Rentrer dans le monde de l'optimisme, ça va être d'abord en premier lieu de s'interroger sur les choix de lecture que l'on peut faire d'une situation. Le choix de lecture nous appartient. Et il serait intéressant pour rentrer, j'ai presque envie de dire, dans une démarche ultra concrète, de s'analyser, de se dire, mais c'est curieux, de manière générale, j'ai une certaine manière d'appréhender la situation, de la lire, mais pourquoi? Pourquoi j'ai tendance à avoir une certaine lecture d'une situation? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui justifie cela? Et le fait d'éventualiser une autre lecture, c'est le point de départ de réintroduire la dimension d'optimisme. Parce que l'optimisme, c'est une lecture différente que je peux faire d'un événement
que j'aurais pu lire et décrypter d'une manière différente. Alors, vous savez qu'il y a une phrase que j'ai souvent entendue, que j'apprécie pas du tout. Les optimistes ont fini à Auschwitz et les pessimistes ont terminé à Manhattan. Quand les personnes disent ça, je leur dis, vous avez juste un petit problème, c'est que vous ne connaissez pas l'histoire. Les gens vous balancent ça, alors qu'en réalité, vous ne connaissez pas l'histoire. Y avait-il une possibilité pour bon nombre de personnes de pouvoir quitter, d'aller vers quelque chose? Oui, en effet, dans les années 1880, 1890, oui, en effet, bon nombre de Juifs sont partis parce que les portes étaient ouvertes. Mais à partir des années sombres, et même avant, c'est au compte-gouttes. Et dans tous les pays. Vous connaissez sûrement, parce que vous lisez le soir, n'est-ce pas, l'histoire du Patria. Le Patria, c'est un de ces bateaux qui a tenté par tous les moyens d'aborder en Angleterre ou ailleurs et qui s'est fait repousser. Il y a des histoires beaucoup plus dramatiques de Juifs qui étaient sur les bateaux sur le Danube pour pouvoir aller vers ailleurs. Donc à un moment, pourquoi je dis? Parce que j'ai trop souvent entendu cette phrase, je dis, mais regardez l'histoire. Je vous garantis qu'il n'y avait pas de problème pour partir. La question est de savoir s'ils pouvaient partir. Je ferme cette parenthèse. Maintenant, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Et d'abord, voir quels sont les éléments qui nous empêchent d'être optimistes. Il y a un texte du Rambam de Maïmonide qui dit quelque chose de très intéressant. Vous savez que Maïmonide a écrit un texte qui est donc le texte majeur de son enseignement qui s'appelle le Mishneh Torah, la répétition de la Torah. D'accord? Maïmonide, son texte essentiel, c'est pas le Guide des Égarés. Le Guide des Égarés, c'est un livre qu'il a écrit pour répondre en plus à toutes les problématiques de la pensée, de la philosophie aristotélicienne de son époque. Mais l'œuvre majeure du Rambam, c'est une œuvre de loi. Et c'est très curieux, c'est qu'à un moment, il va avoir plusieurs chapitres, c'est au tout début, ça s'appelle Hilchot Deot, les lois Deot, des pensées. C'est très curieux parce que la pensée, a priori, n'est pas censée être régie par une loi que je t'impose. Chacun pense, on ose l'espérer. Certains, à force de ne pas penser, leur vie risque de penser la vie P-A-N, et ça c'est déjà un deuxième problème. Mais officiellement, on est censé réfléchir, d'accord? C'est quoi halakha? Que tu m'écrives un livre de philosophie, voilà, je veux bien. Hilchot halakha, la loi. La loi dans toute sa rigueur, dans toute son exigence, dans ses cadres. Il était le Rambam. Il nous dit qu'il faut bien savoir quand même dans la vie, il faut fixer des principes fondamentaux dans la manière dont on va réfléchir. C'est-à-dire comment je décide de réfléchir aux situations d'existence. Quelles sont les manières que je vais mettre en place lorsque je suis confronté à une situation de vie. Vous savez, c'est très intéressant parce que si vous allez dans le monde de l'entreprise, eh bien, face à des situations, il y a des règles pour savoir comment est-ce qu'il faut l'appréhender. Hilchot Deot, c'est, le Rambam te dit, même dans l'univers de la pensée, il faut que tu aies des règles. Et ces règles, je vais te les proposer. T'en fais ce que tu veux. Et à l'intérieur de ces règles, une des premières que le Rambam va nous dire, il va nous dire, Derech briato shel adam liot nimshach acharei v'chaverav. Il va dire, rappelle-toi d'une chose, qui est dans un principe de loi, c'est-à-dire qui est une réalité que tu ne peux pas mettre de côté. C'est quoi? C'est que la nature profonde de l'être, c'est liot nimshach acharei v'chaverav. La nature profonde de l'être, c'est d'être attiré par les univers dans lesquels il se trouve. Le Rambam très clairement pose la notion de l'impact que vont avoir les univers que l'on traverse à l'intérieur de notre manière d'appréhender, de penser l'existence. Et le Rambam continue de nous dire, le ficha, c'est la raison pour laquelle décide quel est l'environnement et l'état d'esprit de l'environnement dans lequel tu vas être. C'est-à-dire qu'à un moment, la notion d'optimisme, c'est-à-dire les différents regards qu'on peut porter sur une situation, va dépendre aussi beaucoup des univers que l'on traverse qui vont avoir une incidence, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire,
au-delà de la nature profonde de l'être, et on va y arriver dans quelques instants, mais lorsque vous êtes dans un monde dans lequel la majeure partie des personnes ont une certaine lecture des événements, eh bien, naturellement, vous risquez d'avoir tendance à fonctionner sur le même principe, et c'est normal. Et donc, la première question est la suivante. Quel est l'univers que je veux fréquenter? C'est-à-dire, quel est l'état d'esprit de ceux qui sont autour de moi? Et vous verrez que très souvent dans le monde et dans l'univers familial, vous avez des visions, soit qui sont en option basse, soit qui sont en option haute. Et la question elle est de savoir, est-ce que j'ai envie d'être proche de cet univers ou pas? C'est mon choix. Et le Rambam nous dit, c'est Hilchot, c'est de la halakha. C'est-à-dire, c'est un chemin que tu dois prendre. C'est une démarche que tu dois mettre en place. Ça va être donc le point de départ. Alors on va aller un petit peu plus loin et on va essayer de voir comment se fait-il que certaines personnes ont plus simple et ont plus facile d'avoir des lectures en option haute de situation de vie sans être naïf et d'autres non. Il y a, et c'est une idée qu'on a déjà souvent évoquée ici, on sait qu'il y a les Arba Yesodot, les 4 grands piliers qui sont présents chez chaque être humain, qui sont l'univers du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Chacun représente quelque chose au niveau de notre personnalité profonde. Dans la dimension négative, le feu, c'est la colère, la rancœur, la dureté. L'eau, c'est les pulsions, les désirs, l'argent, les femmes et tout ce que vous voulez, ou les femmes aussi d'ailleurs, dans tous les sens. L'air, c'est une gestion non équilibrée de la parole, parler pour ne rien dire, avoir besoin de parler des autres, etc. Et la terre, c'est Atzlut, Yi'ush et Atzlut. Atzlut, la tristesse, Yi'ush, le désespoir, et Atzlut, c'est quoi? C'est la paresse. Et dit, après vital, ces 4 éléments sont présents chez tout à chacun. Nous avons tous les 4. La grande difficulté, c'est que chez chacun, il y en a un qui est émergent par rapport aux autres. Et la difficulté essentielle qu'on a dans le monde des relations humaines, c'est que nous possédons le concept, mais pas dans la même intensité. Et donc nous avons difficile à comprendre l'autre. C'est-à-dire si moi, dans ma nature profonde, ce concept de Hatzvut, c'est-à-dire de mal-être, de désespoir, de voir les choses de manière négative, est émergent, face à une situation banale, je pourrais avoir tendance à tirer vers le bas. Alors que l'autre qui est à mes côtés, qui connaît cette problématique comme tout le monde, parce qu'on a tous des moments down, mais comme chez lui c'est pas émergent, alors il n'arrive pas à comprendre pourquoi chez moi c'est tellement bouleversant. Une des grandes difficultés dans les relations humaines, et plus particulièrement dans la relation de couple, c'est d'accepter que cette réalité que l'autre a, que tu connais aussi, puisqu'elle fait partie de ton système, n'est pas dans la même intensité. D'accord? Je ferme cette parenthèse. Et donc on va s'arrêter sur le dernier. Le dernier qui est terre. Et le principe de terre c'est quoi? C'est Atzvut, Atzlut et Yi'ush. La tristesse, le désespoir et la paresse. Alors, quel est le rapport entre les trois? Yi'ush, le désespoir, en vérité, est complètement lié à l'univers de la Hatzlut, c'est-à-dire de quelqu'un qui est Hatzel, c'est-à-dire paresseux. En effet, c'est quoi la notion de la paresse? C'est quoi quelqu'un de paresseux? Alors, le roi Salomon va nous en parler. Il va nous dire Lech el memalahe Hatzel, redorachea vechakem. Va vers la fourmi, toi le paresseux, vois ses chemins et deviens plus intelligent. La fourmi, elle n'a pas projeté une vie qui pourrait s'arrêter trop vite. Donc elle continue toujours à se dire, mais la programmation de notre existence, elle peut être beaucoup plus importante que celle que l'on imagine. Et donc elle continue à investir pour le futur. Vous savez, c'est cette idée que le Talmud nous dit qu'on a retrouvé parfois des fourmis qui avaient emmagasiné des provisions qui servaient pour, symboliquement bien sûr, pour 100 ans. Mais attends, regarde-toi. Non mais, et alors? Et alors? C'est-à-dire, je décide de ne pas m'enfermer. Je ne suis pas naïf, mais pourquoi m'enfermer? Ça sert à quoi? À rien. Strictement à rien.
Et on dit l'er roé dorachea, vois ses chemins. C'est-à-dire, toi qui as celle, toi qui es paresseux, parce qu'en vérité, c'est quoi cette paresse? C'est que les Chachamim nous disent que quelqu'un qui a une vision d'un futur dans lequel il peut continuer à construire, alors travaille, s'investit. Et celui qui n'a pas créé une vision d'un futur se contente de gérer la réalité de l'instant. Pour le traduire de manière différente, j'ai envie de dire que la hatzlut, la paresse, c'est un regard sans vision. C'est un regard sans vision. C'est-à-dire que tu vois la vie, mais tu n'as pas une vision. Et donc c'est la raison pour laquelle tu te laisses aller à la réalité de l'instant. Parce que tout simplement, tu vois le monde, mais tu n'as pas de vision par rapport à ce vers quoi tu pourrais atteindre. Et évidemment, lorsque je fais le constat de ce que je n'ai pas réussi à construire, alors je suis dans le désespoir. Et donc c'est la raison pour laquelle le travail sur la notion d'optimisme, c'est d'avoir une vision. Vous savez, si vous lisez un petit peu l'histoire du début de la création de l'État d'Israël avec les pionniers, ils avaient une vision. Ils avaient une vision, ils voyaient dans les marais de Houda, vous savez que Houda c'était une région d'Israël, des marais infestés de malaria, parce que nos copains les Anglais, évidemment, ils nous ont filé les marais avec la malaria. C'était intéressant quand vous regardez l'histoire. Ils nous ont filé les marais avec la malaria qui était catastrophique. Et donc vous vous retrouvez là, vous dites waouh, on est ici, et comment on va faire? Quand vous avez une vision, les choses ne sont pas les mêmes. Ils voyaient déjà ce qu'ils pouvaient faire, est-ce qu'ils y arriveraient? C'est un deuxième problème. Vous savez, c'est la fameuse pub du loto. Tous les gagnants ont joué. Alors, évidemment, c'est quoi l'idée? C'est-à-dire qu'ils ont dit, mais oui, il y a une réalité. Est-ce que la réalité doit être un élément qui nous enferme et nous empêche d'avoir une vision? Parce que, quand on voit par exemple ces fameux Meraglim, ces fameux explorateurs, eh bien, lorsque Josué et Caleb, qui sont les deux seuls qui vont dire non, on y va, ils disent, alors que nous dit, mais c'est l'horreur, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Il dit, allons aller, montez, nous pourrons monter. Pourquoi ils disent allons aller? Parce que leur état d'esprit, c'est un état d'esprit dynamique de Aliyah. On est là pour grandir, on est là pour atteindre quelque chose. Cet état d'esprit, au fond, n'est pas présent dans un monde dans lequel ce que je veux atteindre, c'est un confort matériel, qui, lorsque je l'ai, met de côté toute forme de projection sur ce que je pourrais mettre en place. Et c'est vrai que c'est là où, en effet, va se situer le premier travail. Le premier travail, c'est Abraham. Abraham, au moment où Dieu lui dit de bouger, il lui donne les éléments qui font que tu dis, mais on ne va pas le faire, ça ne va pas le faire. Pars, quitte tout, une terre que je t'indique. Il se retrouve après dans une terre dans laquelle il y a la famine, une terre dans laquelle il a des problèmes après avec son épouse qui va être prise par le pharaon, etc. C'est-à-dire, tout joue contre lui. Et Abraham continue. Pourquoi? Parce qu'il monte vers la terre d'Israël. Parce qu'il monte vers la terre d'Israël et il voit dans les difficultés un défi qui lui est proposé pour lui révéler la certitude qu'il a du projet qui est le sien. Mais pour ça, évidemment, il y a cette notion d'être capable, non pas d'imaginer le futur tel qu'il devrait être, mais d'être capable d'avoir une certaine vision. On a trop l'habitude de s'enfermer dans une vision de soi qui n'est pas la bonne, qui a souvent été nourrie par nos parents, par ceux qui sont autour de nous. Et ça, c'est quelque chose sur lequel la Torah me demande de mettre de côté. Alors, on va continuer un petit peu, essayer de réfléchir donc, comment est-ce qu'on développe cette dimension d'optimisme. Comme on l'a vu, et comme le Rambam nous le dit, c'est un choix.
C'est un choix. Et ce choix nous appartient. Le problème, c'est que si on ne l'a pas fait, on sort de nos zones de confort. Et on n'a pas envie de sortir de nos zones de confort. Mais la meilleure manière, c'est peut-être de commencer à échapper à ceux qui vont à l'encontre de ce qu'on pourrait avoir comme vision du monde. Et je reprends le Rambam. Derech Briato Shaladam. Je vous pose une question. Avons-nous besoin de savoir ce qui se passe dans le monde? Réellement. Dans tous les détails? Non. Aujourd'hui, vous savez qu'avec ChatGPT, vous avez mal au petit doigt, vous regardez, et vous met quand même la possibilité d'une catastrophe. Quel intérêt? Aucun. Aucun. On est dans un monde qui nous propose des éléments extrêmement anxiogènes. C'est quoi la suite? Comment ça va se passer? Etc. etc. Ça sert à quoi? À rien. Le problème, c'est que quand vous faites ça, on vous accuse de ne pas être dans le monde. Mais à force d'être dans ton monde, je ne pourrai jamais créer mon histoire. À force d'être dans ton monde, je ne pourrais pas créer mon histoire. Pourquoi? Parce qu'il y a un état d'esprit, il y a toutes sortes d'éléments qui arrivent et qui bloquent. Vous connaissez cette fameuse expression bien connue, ils ne savaient pas que c'était impossible, c'est pour ça qu'ils l'ont fait. C'est-à-dire qu'à un moment, on se met ses propres freins. Pourquoi? Parce qu'on a peur d'accéder à quelque chose de radicalement autre, de radicalement nouveau. Ça va être donc le point de départ de ce travail sur la notion de l'optimisme. Donc première chose, je n'ai pas trop l'habitude de vous donner un travail, mais première chose, je vous propose déjà, pendant une semaine, de ne pas regarder tout ce qui se passe dans le monde. D'accord? Éventuellement, si vous êtes ministre de l'Intérieur, oui. De regarder peut-être une fois par jour, pendant 10 minutes, pour savoir si les actions en bourse montent ou descendent, si vous travaillez là-dedans, et de réaliser qu'au fond, il ne vous manque rien, et que quelque part, la dimension anxiogène de tout ce qui est autour ne vous a pas atteint. On peut faire ce choix. Le problème, c'est que c'est un choix qui est impossible dans une société qui n'a rien d'autre à proposer le jour où tu quittes cet univers. Ne l'oublions pas. On est dans une société qui, à un moment, nous dit « Mais tu dois rester là parce que si tu n'es pas là, il n'y a rien d'autre. » Et donc, puisqu'il n'y a rien d'autre, eh bien, il faut que tu restes là. Donc, on crée une forme d'impératif d'immobilisme à l'intérieur d'un système qui tire les gens vers le bas. Et c'est pas pour rien que la France, quand même, est championne du monde, ou je ne sais pas trop quoi, d'antidépresseurs. C'est curieux, pourquoi? Pourquoi? La France est un beau pays, il y a des beaux paysages, il y a je ne sais trop combien de fromages et de vins, enfin, c'est très sympa la France. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe de cette manière? Qu'est-ce qui se joue? Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va réaliser que les Chachamim nous disent que la notion de Hatzvut, de mal-être, est quelque chose qui peut se travailler, mais autrement. De quelle manière? Il y a une Mishnah, un enseignement donc dans le Pirkei Avot, dans les maximes de nos pères. Cet enseignement nous dit Heve Askanemer, Kalkanesher, Ratzkatzvi, Gibor Kari, La Asot, Rotson, Avicha, Sheva Shamayim. Heve Az Kanemer, soit arrondi comme le léopard, léger comme l'aigle, rapide comme le cerf, puissant comme le lion, pour faire la volonté de ton Créateur. C'est intéressant. C'est-à-dire que là, on est dans un impératif, et cet impératif, moi, j'ai pas envie de commencer par le début, mais par la fin. La Asot Rotson Avicha Sheva Shamayim, pour faire la volonté du Créateur de l'univers. Et on revient à la question de la finalité. La Asot Rotson Avicha. Et c'est vrai que quand le matin tu sais que tu as une mission à remplir dans cet univers, et que chaque mouvement que tu opères s'inscrit à l'intérieur
de quelque chose que Dieu attend de toi, alors évidemment, il y a une forme de joie qui nous saisit, même si la réalité du quotidien ne se conjugue pas encore au plus que parfait. Et c'est intéressant de voir comment la Torah nous propose d'être capable de savoir faire la part des choses. C'est-à-dire que on fait ce qui est la finalité de notre existence et on voudrait que d'autres choses soient présentes, et c'est totalement légitime. Mais quelque part, notre projet de vie ne dépend pas de la présence de ce que l'on désire. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas le droit de le désirer. La question est de savoir qu'est-ce que je vois en premier. Qu'est-ce que je vois en premier? Quel est l'élément que je vois en premier? La Gemara nous dit qu'un jour, un maître qui se promène avec ses élèves, et puis, comme il se promène, il voit à un moment le cadavre d'un animal qui se décompose dans un champ. Et les élèves, voyant ce cadavre, bien sûr, reculent. La puanteur est importante. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La puanteur est importante. Et le maître dit, waouh, avez-vous vu la blancheur de ses dents? C'est-à-dire que oui, c'est vrai, qu'il y a quelque chose qui n'est pas très agréable. Mais qu'est-ce que tu as décidé de voir? Parce que c'est un état d'esprit que l'on va construire dans sa vie. L'optimiste, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il est face à une situation dans laquelle, pardonnez-moi, il y a plusieurs choses, eh bien, s'est habitué à voir d'abord toutes les choses qu'il veut. C'est quelqu'un qui s'habitue parce que nous, on pense que l'optimisme, c'est se dire ouais, tout ira bien, etc. Oui, bien sûr, on sait que la pensée positive joue un rôle fondamental. Mais la pensée positive ne peut exister que dans la mesure où vous avez décidé d'abord de mettre de côté ce qui peut nous tirer vers le bas. Et donc, la Asot Rotson Avir Hasheba Shamayim. Ouais. On est là pour accomplir la volonté du Créateur de l'univers. Et rien que ça, c'est énorme. Ça peut créer une joie chez l'individu de savoir qu'au fond, il a une mission à remplir dans ce bas monde et que cette mission-là, au quotidien, il peut y accéder. À partir de là, on avance. Askanemer, sois maintenant dans ta vie quelqu'un qui est hardi comme le léopard. C'est quoi la notion de hazout? C'est quoi la notion de hardiesse? Quelqu'un de hardi, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller vers quelque chose qui semblerait le dépasser. Askanemer, la hardiesse, c'est waouh! D'accord? Mais après, on nous dit léger comme l'aigle. Et là, c'est plus complexe. Parce que moi, j'aurais dit léger comme le colibri, qui est quand même un oiseau légèrement plus léger que l'aigle. Le Raphaël Vital, l'élève du Hari Akadosh, du Harizal, va poser la question. Il va dire, mais ça veut dire quoi, Kal Kanesher? Léger comme l'aigle. Comment on arrive à avoir une légèreté? Je ne sais pas si vous avez déjà été dans les Alpes, dans les mois d'été, et vous voyez de temps en temps dans le ciel tournoyer de manière extrêmement majestueuse des aigles. Et justement, ils tournent de manière majestueuse, on a l'impression qu'ils sont d'une légèreté incroyable. Pourquoi? De par l'ampleur de leurs ailes. Leurs ailes ont une envergure énorme. Et cette envergure est l'élément qui leur permet de projeter vers le haut ce corps qui les tirerait vers le bas. Alors après, Vital nous dit que l'envergure des ailes est symbolisée par la notion de simcha, la notion de joie. Mais la notion de joie, c'est quoi? La notion de joie, c'est d'apprécier et de décider d'apprécier chaque élément qui fait partie de notre vie. Essayez d'imaginer que pendant 15 jours, on vous a coupé l'ascenseur, vous habitez au 8e, que l'eau chaude n'est plus chaude, que la clim n'est plus très clim. D'accord? Et que brusquement tout ça revient. Que vous ne pouviez pas manger ce que vous voulez parce que vous avez une opération aux dents, ce que vous voulez. Et que brusquement ce qui n'était plus revient. Vous êtes content. On est d'accord? Vous êtes content? Vous êtes super content. Ah, grâce à Dieu, c'est super. Mais cette notion-là, elle doit être présente pour que les difficultés de la vie ne nous laissent pas vers le bas. Ça, c'est déjà un premier point. La joie, c'est quelque chose qui se décide. Et vous savez, comme tous,
passe tous par des moments parfois un peu plus compliqués, etc., etc. Et ce qui est génial, c'est qu'à un moment, on décide de voir la chose de manière différente, et brusquement, la vie n'est plus la même. Ça, c'est une décision que l'on peut prendre. L'optimisme, ce n'est pas rêver un futur inatteignable, mais c'est cet état d'esprit que l'on va construire au quotidien dans la relation d'abord qu'on a au monde qui est autour de nous, et qui au passage va être celui qui vous ouvrira à bon nombre d'autres choses. Parce que c'est quelque chose qui, quand vous vivez, a un impact. Et puis à partir de là aussi, cette notion de, on reprend, cette idée de réflexion. La réflexion, c'est quoi? C'est que je vais aller dans une direction. J'ai projeté un futur. Je vois bien que la réalité ne correspond pas à ce futur tel que je l'imaginais. Mais est-ce que je ne me suis pas trop imaginé ce futur pour m'empêcher de vivre? C'est quoi les critères d'un futur que j'ai construit? Et là, j'arrive avec mes gros sabots, de gros sabots. Quand vous demandez aux gens sur leur mariage, ils disent c'est quoi, qu'est-ce que tu veux? Quelqu'un de gentil, à l'écoute, sympathique et qui a envie de construire. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça. Il y en a beaucoup. Malheureusement, il y a beaucoup de défauts aussi souvent. Mais quelque part, si ces éléments sont là, alors ça y est, c'est génial. Et on va voir que trop souvent, on va mettre dans ce futur que l'on espère tellement de critères que quelque part, on ne peut plus l'atteindre. Et c'est pas simple, parce qu'on est dans un monde qui nous a habitués à cela. Alors, dit le Raphaël Vital, cette notion de simcha, cette notion de joie, elle est aussi liée à autre chose. La notion de joie, et c'est une idée que j'ai souvent évoquée ici, après Vital nous dit en simcha ela ka'atarat hasfekot. Il n'y a pas de plus grande joie que quand tu as dénoué des doutes. Le hatir safek, dénouer un doute. Ça veut dire quoi dénouer un doute? Le doute, au fond, c'est quelque chose qui crée un système, et quand je le dénoue, je remets chaque chose à sa place. Quand je sais mettre chaque chose à sa place, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est dans ma vie? Est-ce que les choses les plus fondamentales, elles sont là? C'est génial. Tu te lèves le matin en bonne santé. C'est génial. Tu te lèves le matin, tu as un travail. C'est extraordinaire. Et à partir de cela, quand je suis matière, c'est-à-dire quand je détricote ma réalité quotidienne, je prends les différents éléments qui la constituent et j'en vois un certain nombre qui sont extrêmement positifs. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que le Rosh Rabbeinu Asher, qui est un des maîtres du Moyen-Âge, va dire la chose suivante. Darkan shel habriot, le galot et haraot, ou le halim et atovot. La nature profonde des individus, c'est le galot de révéler sans arrêt, c'est-à-dire d'avoir face à eux de manière constante les éléments qui ne vont pas, et le ha'alim, de recouvrir tout ce qui a trait au domaine du tov, tout ce qui a trait au domaine du bien. Et ça fait partie, alors, déjà dans le monde des relations humaines, ça existe, et plus que cela. Alors, comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce système? De nouveau, on reprend le Rambam. Derech briato shel adam. L'état d'esprit optimiste, c'est quelque chose qui va dépendre énormément du choix, de l'environnement qui va être le nôtre, de ce que l'on va voir, de ce que l'on ne verra pas. Et ça, c'est en effet quelque chose que l'on est libre de mettre en place, sans aucun problème. Chacun d'entre nous peut mettre en place une chose pareille, sans aucune difficulté. Et se dire, mais au fond, à quoi cela sert d'être sans arrêt confronté à des images, à des paroles, et à des choses qui sont anxiogènes? Ça ne sert à rien. Puisque ça ne sert à rien,
Donc, je décide de les mettre de côté. Je décide de les mettre de côté. C'est un choix. J'avais un de mes maîtres qui avait l'habitude, une fois par semaine, de demander à un de ses élèves de lui faire une forme de résumé des événements dans le monde. Et je me rappelle, c'était une image très intéressante de ce maître qui lui-même est passé par la Shoah, etc., qui, l'autre commence à lui raconter, voilà actuellement en France, au niveau de la politique, voilà ce qui se passe, je raconte un petit peu. Et puis je me rappelle, le Rav, maman, il disait, stop, c'est bon, stop, je n'ai pas besoin de savoir le reste. Ce que tu m'as dit est amplement suffisant. Je dois savoir ce qui se passe dans le monde. Stop, ça suffit. Stop. Et ce stop, on doit être capable de se l'imposer à soi-même. On doit être capable de se l'imposer à soi-même. De manière ultime. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie? Parce qu'au plus profond de lui-même, l'être humain veut, désire et pense qu'il peut tout maîtriser. Et le savoir qu'il a des mondes des possibles lui donne l'illusion qu'il pourra maîtriser le futur. Alors qu'en vérité, c'est pas vrai. Donc le fait d'envisager, mais il pourrait se passer ceci, il pourrait se passer ceci, il pourrait se passer, il pourrait se passer cela, qui va nous amener donc à un moment à se dire, donc c'est la raison pour laquelle il faut faire attention à ceci et cela. Au bout d'un moment, ça fonctionne plus. Donc on va s'arrêter sur ce roche. Darkan chez la briotte. C'est le modèle de fonctionnement qu'ont les créatures. Le galot est taraot. D'être megalé, c'est-à-dire quelque chose qui est galouille, c'est quelque chose qui est visible. Le galot est taraot. D'avoir une visibilité sur les éléments qui ne vont pas, qui sont complexes. Ou le chassot est de recouvrir tout ce qui va. Et donc évidemment, face à une situation de ce type, eh bien, tu ne peux pas être optimiste sur un futur. Regardez, si demain vous rentrez et vous voulez acheter une société, et qu'on ne met face à vous que les difficultés de celle-ci, vous ne pouvez pas imaginer que ça peut marcher. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est comme quand vous rencontrez quelqu'un, il y a des personnes, la seule chose dont ils sont capables de dire sur l'autre, c'est tout ce qui ne va pas. Ce qui n'est pas faux, il y a des choses qui ne vont pas. Et donc, évidemment, quand tu as face à toi ces éléments-là, comment tu peux imaginer un futur? Tu ne peux pas l'imaginer. Et donc, l'optimisme, c'est pas non, tout ira bien. C'est quels sont les éléments qui me permettent de me dire que les choses sont positives, qu'elles sont là, et qu'elles sont dans le domaine du possible. Au-delà de ça, il y a un verset du roi Salomon qui dit la chose suivante. Shlomo Amelech va dire, je me rappelle du verset, Ivlat Adam te salef darko, va lâcher aflibo. Ivlat Adam, l'imbécilité de l'humain, te salef darko lui fait prendre des chemins qui ne sont pas les bons. Va lâcher aflibo et après il se met en colère sur Dieu. Les personnes qui ne peuvent pas être optimistes parce qu'ils se confrontent à des échecs bien réels. Moi, je ne suis pas du tout optimiste sur ma possibilité de participer à la Coupe du Monde aux États-Unis. Espèce d'idiot, tu t'es vu dans la glace. Regarde d'abord quelles sont tes capacités. À partir du moment où je refuse de voir mes capacités, je dois aller vers quelque chose qui n'est pas pour moi. Il y a de fortes chances que je sois en mode échec. Et je vais garder en tête le mode échec et je ne vais pas regarder l'incapacité que j'ai eue de voir que je n'avais pas les capacités des choses. Ça marche pas, c'est une catastrophe. Mais tu n'es pas équipé pour. Tu n'as pas l'équipement. Et ça, je te m'amène à dire, Ivlat Adam, l'imbécilité de l'homme. C'est-à-dire qu'on est là, ça va marcher, et quand ça ne marche pas, on est mal. Mais tu n'as pas l'équipement de base. Tu n'es pas taillé pour pouvoir être champion du monde d'haltérophilie. Tu ne peux pas être chanteur de charme. Tu ne peux pas gagner le concours de machin. Tu n'as pas ces capacités. Le problème, c'est quoi? C'est que on projette trop souvent un résultat dont on pense que le jour où il sera présent au rendez-vous fournira ce que l'on a besoin pour se sentir bien.
alors que vous sentez bien quand votre vie elle rentre en résonance avec ce qu'elle peut être. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui font des études, ils sont down? C'est parce qu'ils ont réussi à force de cours particuliers, à force de se forcer de partout, ils ont réussi à obtenir la chose, mais ils ne sont pas vraiment équipés pour. Et donc la personne sent bien que son potentiel réel n'est pas utilisé et qu'elle utilise une fraction de celui-ci pour quelque chose dans lequel elle n'est pas douée. Et à partir de cela, évidemment, elle ne peut plus être optimiste puisqu'elle a projeté, alors que, à la base, elle n'avait pas les capacités. Ivlat Adam de Salel Darko. Vous allez constater que très souvent les gens qui deviennent pessimistes sont des personnes qui n'ont pas su regarder les capacités ou l'absence de capacités qu'ils avaient dans tel et tel domaine et qui ont été vers quelque chose qui ne leur correspondait pas et dans lequel ils ne pouvaient pas se réaliser. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas capables, ils avaient la possibilité. Bien sûr, je peux pousser la chansonnette, mais tu as besoin d'un élément supplémentaire. Pourquoi dans le monde des artistes, alors ne faites pas une généralité, hein, surtout pas, d'accord? Donc on ne fait pas de généralité, mais pourquoi c'est un univers dans lequel très souvent on a besoin de fumer et pas que des Marlboro Light? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait? Parce que c'est pas simple d'avoir pensé que tu pourrais être et de réaliser qu'au fond tu n'y arrives pas, non pas parce que le monde ne veut pas de toi, mais parce que toi tu n'es pas adapté au monde dans lequel tu veux aller. Non, de toute façon, laisse tomber, ça ne va pas marcher, de toute façon, ça n'ira pas, de toute façon, c'est... Mais oui, c'est ça d'argent. C'est comme le bonhomme, il est là, il dit non, j'ai gagné les 24 ans du Mans. Mais t'as vu ta voiture? C'est pas avec une voiture. Non, mais attendez, il y a 4 roues. Il y a un accélérateur. T'as raison. Mais j'ai un corps, je peux parler, je peux m'exprimer, je peux faire, etc. Oui, mais c'est pas ton truc. Et ce qui est très intéressant, vous savez, que dans le monde de l'étude de la Torah, eh bien, à l'époque, les maîtres avaient l'habitude d'envoyer leurs élèves vers d'autres maîtres. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien qu'ils n'étaient pas adaptés au type d'enseignement qu'ils leur donnaient. Le modèle de fonctionnement de leur esprit n'était pas adapté, parce que quand vous allez pénétrer un jour, et je vous le souhaite vraiment, le monde de l'étude de la Torah, il y a différentes manières d'appréhender l'étude. Il y en a des cerveaux qui fonctionnent différemment. Des gens qui sont ultra analytiques, des gens qui sont beaucoup plus dans la mémoire, des gens qui sont beaucoup plus dans la profondeur, etc., etc. Quand vous avez un maître qui est capable de vous échafauder, ce qu'on appelle un pile-poule, c'est-à-dire de prendre 20 références de droite à gauche et de faire une construction magnifique, vous avez des gens qui sont super doués pour ça, ils kiffent la vie. Et il y en a d'autres, ils sont là, oui, j'ai compris, plus ou moins, ils sont mal. Mais oui, c'est pas ton truc. Ton esprit n'est pas fait pour ça. Donc quelque part, tout va bien. Puisque tu n'as pas ces capacités. Hachem ne te les a pas données. Et alors? Et donc à partir de cela, qu'est-ce qui se passe? On dit qu'il se met en colère sur Dieu. C'est-à-dire, il dit ouais, Dieu c'est pas sympa, ou alors il dit bon, c'est Mina Shamaïm, c'est Dieu qui ne voulait pas. Non, c'est pas Dieu qui veut pas, c'est toi qui veux pas. C'est pas Mina Shamaïm, c'est Mine toi. Parce que tu n'as pas voulu te regarder dans la glace avant. Tu n'as pas voulu accepter que tu n'étais pas équipé pour. Et donc à partir de cela, évidemment, tu vas mal. Et tu ne peux plus te projeter vu que tes échecs sont au rendez-vous permanent de tes désirs futurs. C'est eux qui sont présents, c'est ceux-là que tu as. Mais pour ça, il faut avoir le courage de dire, en vérité, si je me suis planté, c'est que c'est pas du tout mon truc. Je crois que j'ai une très mauvaise appréciation, je voulais gagner 24 heures du Mans, je regarde, j'ai une chrono 5, non, j'ai mal regardé, c'est ridicule. C'est ridicule. Pourquoi? J'ai fantasmé, j'ai imaginé, je pensais que, tout le monde m'a dit, ma mère elle m'a dit, mon père il m'a dit, et tout le monde m'a dit, ok, c'est là. Mais ce regard ultra réaliste sur les capacités qui sont les nôtres nous permettent de nous investir dans des choses qui vont au fond profondément nous nourrir. Parce que justement on en a la capacité. Il y a un maître qui s'appelait le Rav Wolbe et qui dit la chose suivante. Rav Wolbe dit que dans la vie, si tu veux vraiment avoir une vision positive, optimiste, etc., il y a un truc. Choisis et découvre l'élément sur lequel tu es super doué
et comme on dit un peu vulgairement, et éclate-toi. Pourquoi? Parce que ça crée une joie. Parce que si demain tu es super doué pour la déco, et que tu vois un truc et que tu fais des trucs de folie, et que tu, pardonnez-moi l'expression, que tu t'éclates, tu es heureux. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu as réalisé quelque chose qui correspond réellement à tes capacités, et comme ces capacités-là, c'est ta singularité, ton truc super bon, ben tu es content, vous verrez que les gens qui sont là où ils doivent être, d'accord? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie d'aller sur des univers dans lesquels ils ne sont pas capables, même s'ils peuvent. Moi, demain, vous me demandez de faire de la comptabilité, je pense que je pourrais, en pleurant et en étant fatigué, quoi. C'est pas mon truc, d'accord? Moi, je suis plus un artiste, un poète, j'aime bien. Mais il m'a dit, mais, moi, j'aimerais bien comme toi. Je dis, mais laisse tomber. Toi et moi, on est différents. Toi, tu es capable de faire des trucs exceptionnels que moi, je regarde là, waouh. Et moi, je suis capable de faire d'autres choses. C'est tout. À un moment, vous se calmez. C'est ridicule. Chacun d'entre nous a cette dimension-là. Quand votre vie, vous la faites exister pleinement dans les capacités qui sont les vôtres, que vous les identifiez, que vous repérez l'élément essentiel, ça crée chez vous de la joie. Ça crée de la joie. Sauf si tu es en attente permanente de la validation de ce que tu as fait par les autres. Et ça, c'est le dernier point. Si vous rentrez chez vous, quand vous allez rentrer chez vous tout à l'heure, si vous avez un ascenseur, et que dans l'ascenseur, il y a un miroir, rappelez-vous que la raison d'être du miroir dans l'ascenseur, c'est pas juste pour savoir si on est comme il faut avant de rentrer chez soi, pas chez les autres. Hein. Il y a plein de gens qui regardent s'ils sont bien avant d'aller chez les autres. Non, non, c'est quand tu rentres chez toi. C'est de se sourire et de s'applaudir. On a besoin de s'applaudir. On a besoin de s'applaudir. Ah, tu diras, mais non. Il y a marqué dans le passouk, parce que vous savez, c'est pas la psy machin, c'est des psukim. Vayikba libo bedarkei Hashem, son cœur s'est enorgueilli dans les chemins de Dieu. Je suis fier de moi. Pourquoi? Parce que j'ai su identifier mes capacités et je me suis, comme je le dis un peu légèrement, éclaté. Et regardez d'ailleurs, moi je me rappelle très très bien, j'ai en tête une image d'une dame qui nous avait aidé pour un des premiers galas qu'on faisait pour l'association là il y a des années. Et je me rappelle, une dame extrêmement douée pour la déco, pour la mise en place, pour le truc. Elle a un autre travail à côté. Et elle irradiait. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle s'éclatait. Elle s'éclatait. Elle était exactement dans ce qu'elle peut faire. Par contre, si tu n'es pas doué, tu es mal. Et comme tu es mal, tu as un regard négatif. Et comme tu as un regard négatif, on rentre dans la spirale. Donc, cette notion de savoir s'applaudir, c'est fondamental. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'éducation, vous voulez que vos enfants aient une vision optimiste des choses. Apprenez à vos enfants à savoir être là où ils sont doués. Et applaudissez-le. Applaudissez-les. Si vous attendez d'un enfant qui fasse quelque chose pour lequel il n'est pas équipé, vous construisez pour lui une vie un peu plus complexe. Pourquoi? Parce que c'est le mode échec qui sera présent dans son esprit et il aura difficile d'imaginer qu'il puisse y avoir autre chose. Et ça, je le redis à nouveau, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix. Pourquoi je décide de voir? Qu'est-ce que je décide de voir? Comment j'utilise et m'observer. Quand t'as plus de doute. Il dit, c'est pas du tout moi, j'ai aucun doute, c'est vraiment pas moi, c'est pas moi qu'il faut demander, pas parce que t'es paresseux. J'ai pas de doute, c'est pas mon truc. Par contre, j'ai pas de doute que c'est mon truc. Pourquoi? Parce que je sais. Et donc, il va falloir que chacune d'entre nous fasse l'effort d'identifier les capacités particulières qu'il possède pour pouvoir, à travers cela, développer un quotidien dans lequel il va, comme je l'ai dit un peu légèrement, s'éclater. D'accord? Un quotidien dans lequel il va mettre pleinement les capacités qui sont les siennes
au service de quelque chose qui est porteur de sens, et je reviens à l'avoda. Et après, ce service d'Hachem, et après évidemment les deux derniers, et on va s'arrêter là avant de passer à vos questions. Après, il y a deux choses. Il y a Ratzkatsi. La notion de Ratzkatsi, c'est de courir comme le cerf. Un cerf, c'est pas un diesel. Quand il décide d'y aller, il y va. Un des éléments qui nous enferme dans la vie, c'est que même lorsqu'on a pris une décision d'utiliser le mieux possible les capacités que l'on connaît, eh bien, on ne commence pas immédiatement à mettre en place les choses. Et c'est l'élément qui nous enferme. Et après, tu es là, hein, et tu te dis, oh là là, j'aurais dû le faire, je ne l'ai pas fait, c'est une catastrophe, j'y arriverai pas, et c'est terminé. Il y a marqué dans le passouk, Al tachmitsu et amatzot. Ne rendez pas chametz les matzot. Comment est-ce qu'on rend une matzah chametz? En laissant le temps s'écouler. Nos maîtres nous disent, tu peux lire Al tachmitsu et mitzvot. C'est quoi une mitzvah? C'est un commandement, c'est ce que tu dois réaliser. Ne laisse pas le temps s'écouler par rapport au mouvement que tu dois opérer. Ne laisse pas le temps s'écouler par rapport au mouvement que tu dois opérer, mais sois dans l'immédiateté. À partir du moment où je pense que, alors j'y vais. Et après, à l'image du lion qui est le roi des animaux, qui est là dans une forme, sois dans la constance. Sois dans la constance, dans le chemin dans lequel tu vas. Ce sont des choses qui ne sont pas simples. Mais la Torah nous propose en tout cas un chemin pour accéder à ça. Voilà quelques éléments que je voulais partager avec vous sur ce sujet.